Alors, je vais vous étonner. L'histoire d'Yali, elle a commencé à l'âge de 3 ans. Ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont les entreprises qui m'appellent. La réputation, il a commencé dès le départ. C'est un changement 180 degrés. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Le monde IT au Maroc, il est petit. Tout le monde se connaît. Avoir une bonne réputation, c'est très important pour pouvoir évoluer, progresser. Le travail de réputation que j'ai, il est très simple. C'est que moi, j'ai une devise. Ce que je dis, je le fais. Parce que c'est là où j'ai su que c'est exactement ce que je veux. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, bienvenue chez moi à Factualis. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Et bravo pour cette initiative, je vous en félicite. Je suis Yasmine Fayer, promotion 2005 et je suis ravie de vous accueillir. Alors je vais vous étonner. L'histoire d'Yali, elle a commencé à l'âge de 3 ans. Je vais vous dire pourquoi. À 3 ans, j'ai vécu un événement tragique familial. En fait, à partir de cet événement-là, c'était le pire événement et en même temps le plus important de ma vie. À partir de cet événement, j'ai compris que pour survivre, il faut être fort, il faut être résilient et il faut être engagé. J'avais un seul objectif à cette époque-là. C'est comment changer le regard des gens d'un regard de pitié vers un regard d'admiration. À partir de ce moment-là, j'ai compris que je devais être excellente. Pendant tout le parcours scolaire d'Yali, j'étais toujours parmi les top 3 de la classe. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai choisi l'ENSIAS, parce que l'ENSIAS en 2000, dans les années 2000, était le numéro 1 des écoles d'ingénieurs au Maroc. Et je suis sortie majeure de promotion en 2005. Après l'ENSIAS, j'ai fait un premier parcours en tant qu'ingénieur projet système d'information à Maroc Télécom. Ça n'a pas duré beaucoup de temps, une année, parce que c'était principalement pour une raison personnelle. Je devais rejoindre le plus rapidement possible le foyer familial, comme je me suis mariée un an après, et donc il fallait que je trouve un travail à Casa. Et c'est là où j'ai rejoint la Société Générale. Ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont les entreprises qui m'appellent. Donc, c'est-à-dire que la réputation, il a commencé dès le départ. Et ça, c'est un point important. En 2006, j'ai rejoint la Société Générale et pendant 12 ans, j'ai travaillé sur plusieurs projets à grande envergure métier, donc en tant que chef de projet. Donc, d'abord junior confirmé, senior, ensuite directeur de projet. Je cite à titre d'exemple de business line. Il y avait le retail, le cash management, les engagements. Il y avait beaucoup de lignes métiers pour lesquelles donc, je gérais des projets de grande envergure. Après, en 2015, c'est-à-dire à peu près 9 ans, je me suis rendu compte qu'il est important que je puisse avoir une expertise. Parce que je me retrouvais finalement à jouer le rôle de chef de projet sur des sujets qui sont transverses. Et il n'y avait pas une sorte de distinction par rapport à moi, par rapport à Yasmine. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de travailler sur un gros projet de transformation data qui visait à faire la refonte du système décisionnel de la banque. Donc un système décisionnel, parce que le système existant présentait un certain nombre de problématiques d'obsolescence technologique et fonctionnelle. Et donc moi, j'ai piloté ce projet-là. C'est un projet de plusieurs dizaines de milliers de jours, avec un budget colossal de plusieurs millions de dirhams. C'est à partir de cela que j'ai compris que c'est mon métier. C'est la couleur que je cherchais, parce que c'est très important de se spécialiser. Je commençais à beaucoup m'investir sur le sujet, c'est-à-dire quand je dis investir en temps, en énergie, au travail et même en termes de formation. Parce que ce n'est pas forcément un domaine que je maîtrisais. Et j'ai compris que pour pouvoir réussir ce domaine-là, il fallait se former, il fallait beaucoup lire, il fallait rencontrer des gens qui ont une bonne expérience dans ce domaine-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait un grand investissement à faire. Toujours à la Société Générale, j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur un gros projet de transformation data, qui est la mise en place d'un Data Management Office avec tous les processus de gouvernance de données. Alors, c'est quoi le data management? Je vais essayer de l'expliquer d'une manière très très simple. Vous savez, aujourd'hui, la donnée, elle obéit, avant de pouvoir se transformer et devenir ce qu'on appelle insight, une connaissance, il y a tout un cycle de transformation. Le cycle de transformation, c'est ce qu'on appelle le data analytics. Maintenant, en parallèle à cela, s'il n'y a pas une bonne fondation derrière pour supporter tout ce cycle-là, en termes d'organisation, de stratégie, de gouvernance de données, de qualité de données, finalement, ce que nous allons avoir comme connaissance et comme insight ne sera pas fiable. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voulez préparer un plat de lasagne. Admettons que vous avez un très bon chef
cuisinier qui va le faire. Si vous n'avez pas les bons ingrédients, c'est-à-dire la bonne viande hachée, la bonne lasagne, le résultat final sera médiocre. Et c'est exactement ça. Mon travail de data management, c'est de s'assurer que la data qui va permettre, in fine, d'avoir de la connaissance et des insights, c'est de s'assurer qu'elle est bonne, qu'elle a une bonne qualité, qu'elle est contrôlée et elle est maîtrisée. Et cela passe par tout un framework, tout un process. Donc, ça soit sur l'aspect organisation, sur l'aspect processus, et sur l'aspect gouvernance et qualité de données. C'est exactement la spécialité que j'ai choisi de faire. Donc ça, c'est mon parcours au sein de la Société Générale. Après après les 12 ans, j'ai fait à chaque fois plusieurs sauts d'expérience qui ne dépassaient pas 1 an et demi. Pourquoi vous avez été convaincu que la réputation est très importante? Il faut avoir de la réputation. Bien sûr, la réputation, elle est très importante parce que d'abord, notre monde, il est petit. Le monde IT, au Maroc, il est petit. Tout le monde se connaît. Donc avoir une bonne réputation, c'est très important pour pouvoir évoluer, progresser, changer de poste. Et personnellement, comment vous avez travaillé sur votre réputation? Alors, le travail de réputation que j'ai, il est très simple. C'est que moi, j'ai une devise. Ce que je dis, je le fais. Moi, je ne suis pas une personne qui parle énormément et produit. Très peu. Il y en a beaucoup qui le font. Ce n'est pas mon cas. Donc, ma réputation, elle est liée à ma capacité à délivrer et aux projets qui ont été réalisés. Et aux impacts de ces projets sur la performance de la boîte qui a engagé ce genre de projet. Comment devenir expert de quelque chose? Vous dites que la chose doit être alignée avec Déjà, je n'ai l'expertise qu'on veut. J'ai envie de dire que c'est très personnel. Il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent en jeu. C'est-à-dire, c'est très dur de dire cette expertise-là, je la choisis parce que c'est celle qui va le mieux marcher. Il y a d'autres enjeux qui rentrent. Moi, je vous dis l'exemple, pourquoi j'ai choisi le data management en particulier, et c'est très lié à moi en tant que personne. Alors, pour moi, il était important de trouver une discipline qui allie à la fois le côté métier, le côté IT et le côté humain. Alors, c'est simple pour vous, data management, ce côté IT et côté métier. Le côté humain, parce que dans le data management, il y a un grand effort d'évangélisation et conduite de changement. Parce que ce n'est pas un sujet qui est connu et pourtant très important. Parce que moi, ce que j'ai noté, et d'ailleurs quand je discute avec plusieurs responsables métiers et plusieurs experts du domaine, ce que je remarque, c'est que généralement, on a toujours tendance à voir le résultat final. On ne s'intéresse pas forcément au comment, on s'intéresse au quoi. Qu'est-ce que je produis in fine. Mais finalement, ce quoi, tu ne pourras le produire que lorsqu'il y a un vrai comment. Il y a un comment qui est bien fait. Et c'est exactement le cas du data management. Parce que quand tu veux réaliser de bons cas d'usage en analytics, tu es obligé d'avoir des fondations derrière. Et donc moi, personnellement, j'avais toujours cette envie de faire cette évangélisation ou prêcher, comme on dit, une conviction. Moi, j'avais cette conviction forte de l'importance de cette discipline pour la réussite de ce genre de projet. Et ça faisait partie aussi de ma personnalité. Je suis toujours quelqu'un qui aime prêcher une conviction, pousser les gens à prendre conscience de l'importance de quelque chose, d'une manière générale. Ça fait partie de ma personnalité. Et dans cette discipline en particularité, dans cette expertise-là, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est pour ça que pour moi, choisir une expertise, c'est fortement lié à la personnalité. Le métier, c'est la même chose que l'expertise. Donc, comme je vais choisir l'expertise, c'est la même chose que choisir le métier sur lequel je vais devenir expert. Quand je parlais du métier au début, je parlais plus des lignes métiers au sein de la banque, c'est-à-dire j'ai donné à titre d'exemple le retail, le cash management, etc. Je ne parlais pas du métier en tant que rôle ou responsabilité, donc c'est différent. En fait, pour moi, mon métier, c'est mon expertise. J'utilise mon expertise pour que ça soit mon métier. Juste après l'expérience au sein de la Société Générale, en 2018, j'ai rejoint Deloitte pour monter la practice Analytics and Information Management. Alors, juste pour rappeler, Deloitte, au niveau du Maroc, il y a le Deloitte Nearshore. Donc, ils font tous les projets en mode Nearshore, principalement avec des clients à l'international. Et il y a Deloitte Maroc qui font beaucoup plus du conseil, principalement au Maroc. Donc, moi, j'étais plutôt au niveau de Deloitte Nearshore. Et l'objectif était de monter une practice data, et qui dit monter une propre practice from scratch, c'est-à-dire il n'y avait rien. Et l'idée, c'était de concevoir une offre de service, de faire le recrutement, aussi de travailler sur des projets de delivery. Donc, on avait des projets, notamment avec Deloitte France, avec des clients internationaux. C'était une expérience très, très riche dans le sens où il y avait cette composante qui me manquait, c'était le business development. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus opérationnel, délivrer des projets, piloter des équipes, etc. Mais là, c'était différent parce qu'on était dans le contact avec le
client, il fallait aussi commercialiser ou faire le marketing de l'offre. Et c'est une composante essentielle pour un nouvel entrepreneur. C'est sine qua non. C'est-à-dire, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses qu'il va falloir réfléchir, c'est de monter une offre de service. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire dans mon expérience au niveau de Deloitte. Question à l'expérience de Deloitte, c'est que l'industrie a changé, je pense. Quand tu es secteur bancaire, d'abord, je pense, Deloitte, le conseil. C'est dans le conseil, tout à fait. C'est quoi la différence? C'est un changement 180 degrés. La différence entre Deloitte dans le conseil et la Société Générale, une banque, c'est que je suis passée d'une étape où j'étais opérationnelle à 100%, c'est-à-dire dans le delivery, dans la réalisation, à une étape où j'étais beaucoup plus dans le business développement et dans le commercial, parce que c'était le lancement de l'offre. Même s'il y avait des projets de delivery, mais ces projets de delivery, comme c'était le démarrage, il n'y en avait pas beaucoup. C'était beaucoup plus le business développement, et pour moi, c'était un vrai révélateur de ce que je voulais faire. Parce que c'est là où j'ai su que c'est exactement ce que je veux. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que ce n'était pas encore mature dans ma tête. Mais en tout cas, ça m'a donné les moyens, les outils pour pouvoir se lancer dans une carrière d'entrepreneur. Cette expérience, vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je dis, voilà, c'est le moment où je dois considérer vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Je le conseille. En fait, c'était plus dans le conseil, parce que comme je vous ai dit au départ, moi je suis une personne qui aime prêcher les convictions. Dans le conseil, tu partages des convictions, tu partages des conseils. C'est pour ça qu'on appelle des conseils. Tu partages les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire. Et généralement, tu as plus cette capacité à le faire que quand tu es dans le conseil que lorsque tu es dans une entreprise. Parce que quand tu es dans une entreprise client, c'est-à-dire chez le client, généralement, tu es beaucoup plus dans l'opérationnel que le conseil. Même si, à la Société Générale Maroc, j'ai eu une partie de mon expérience où j'incarnais ce rôle de conseil interne, notamment sur le data management. 12 ans d'expérience sur Société Générale, puis changement carrément vers le conseil. C'était très facile, plus ou moins, parce que puisque c'est une industrie totalement différente, donc là, avec 2 ans, moi, presque ça, en quelque sorte. Là. Pas du tout. Bien au contraire. Parce que Deloitte, il cherchait quelqu'un de très opérationnel. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà délivré les projets, qui a une expérience chez un client. D'une manière générale, quand tu es dans le conseil, si tu as cette casquette opérationnelle, tu es beaucoup plus convaincant, tu es beaucoup plus crédible. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ils m'ont choisi moi, même si je n'avais aucune expérience dans le conseil. J'étais pourtant très opérationnelle dans le delivery, dans le projet. Ils m'ont choisi parce qu'ils avaient la forte conviction qu'il était important pour être crédible d'avoir piloté et réussi des projets. Et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Le point qui est en commun bien que M. Driss, c'est le point de conseil. M. Driss, l'épisode dialogue, lorsqu'il a travaillé sur son appel, aucun aussi opérationnel, le manager d'élé, il laissé le conseil, il a dit tu bien fait. Donc c'est la deuxième fois que je rencontre le point. Vous pouvez nous donner plus de détails à dire. C'est très importante apparemment. Alors je pense qu'en fait, moi j'ai vu l'épisode de Driss et que je trouve excellent, et je le félicite d'ailleurs pour le parcours qu'il a eu. Moi, ce que j'ai compris de l'interview de Driss, c'est qu'il avait avec la fibre commerciale. Oui. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir convaincre les gens, de pouvoir faire vendre ses produits, ses services. Ce trait de personnalité qui l'a poussé en quelque sorte de faire le conseil. Parce que pour faire le conseil, c'est important aussi d'avoir cette fibre commerciale. Pour moi, le passage au conseil, c'était plus une opportunité. On m'a appelé, donc Deloitte m'a appelé, il cherchait quelqu'un qui avait une expertise de data et qui pouvait lancer cette offre de service qui devait être lancée au Maroc. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça va me permettre de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est un point qui est important. Il faut sortir de sa zone de confort pour réussir. Quand on a l'habitude de travailler de la même manière, avec la même routine, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, si on crée la rupture et qu'on sort de sa zone de confort, on apprend plus et on donne plus. Et c'est exactement ça, parce que faut pas oublier un point peut-être que je n'ai pas signalé. Sur les 12 ans, j'ai fait, sur les 2 dernières années, j'ai fait un gros travail sur moi, sur le plan développement personnel. Parmi les convictions que j'ai eues sur ce travail-là, c'est que il fallait absolument sortir de ma zone de confort et aller vers une orientation de carrière qui me ressemble le plus et qui serait le plus différent de ce que j'avais auparavant. Dans la fois le travail, c'était au niveau de quoi principalement le Oui, c'est une très bonne transition. Alors, déjà, il y a un point qui est important, et ça, je pense que vous le savez tous, c'est que quand on est dans une école d'ingénieur ou dans la scolarité, on insiste plus sur les hard skills.
c'est-à-dire les compétences en termes de programmation, en analyse, certain nombre de cours qui restent quand même assez théoriques. Quand on est dans un monde d'entreprise, en fait, moi j'ai envie de dire que le diplôme, ça vous permet de rentrer dans une entreprise. Après, pour évoluer, il faut absolument faire un gros travail sur soi, que ce soit sur le plan communication, sur le plan gestion des émotions, gestion du stress, gestion des priorités. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Ces soft skills-là, c'est ce qui vous permet d'évoluer et de progresser. Parce que quand on est dans une entreprise, on est amené à travailler dans un groupe. Il faut savoir communiquer et bien tenir des réunions. Il faudra savoir convaincre le top management. Il faudra savoir justifier, argumenter des retards. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Et c'est ce que j'appelle les soft skills. N'empêche qu'aujourd'hui, je pense que l'INSEAD, elle a fait de très, très grands efforts sur cette matière. Il y a des cours qui sont aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit, parce que j'ai des échanges avec pas mal de professeurs, il y a des efforts qui ont été faits parce qu'il y a cette prise de conscience. Un ingénieur, ce n'est pas uniquement des hard skills, mais c'est aussi des capacités à communiquer, à convaincre, à bien tenir des réunions, à argumenter, à négocier. Tout cela, ce sont des soft skills. Et c'est exactement les points sur lesquels j'ai travaillé pendant les 2 dernières années avant de quitter la générale. Et c'est un investissement purement personnel. Et ça, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre à ce que l'école ou un contexte académique puisse le faire. Il faut faire cet effort-là soi-même. Après Deloitte, كانت عندك سهم assurance. Salam plutôt. J'ai rejoint Salam principalement pour diriger le programme IFRS 17, donc qui visait à mettre en place des reporting réglementaires pour la holding qui se trouve en Afrique du Sud. C'était aussi l'opportunité pour mettre en place un data warehouse centralisé. Donc, qui dit data warehouse, c'est-à-dire un entrepôt de données. Donc, j'essaie un petit peu de simplifier le langage. Donc, c'est un entrepôt de données qui est centralisé, qui va englober l'ensemble des données des vingtaines de filiales rattachées à SPAGI, Salam Pan Africa General Insurance, et qui préparait les données, qui centralisait, qui préparait les données avant de pouvoir les transmettre à l'Afrique du Sud pour mettre en place les reporting. Donc, il y avait une forte composante IT et data dans ce projet-là. Au vu de mon expérience auparavant, il était très naturel que je puisse prendre cette responsabilité. Et finalement, vous avez fini avec Bank of Africa. Oui, alors j'ai fini avec Bank of Africa et j'avais pour rôle d'être Chief Data Officer groupe, c'est-à-dire que j'étais en quelque sorte à la tête de tous les projets data du groupe, y compris les filiales. C'était une expérience assez particulière parce qu'il y avait une forte conviction du top management de l'importance de la donnée. C'est-à-dire que le top management, clairement, il était convaincu que toute décision, toute stratégie ne peut se faire sans données. J'avais une très grosse pression parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de problèmes au niveau des systèmes décisionnels qui brassaient, donc qui étaient notre source pour mettre en place les reporting du groupe. Et donc, ma première stratégie, c'était la refonte de ces systèmes décisionnels. Donc, on a engagé un vrai projet de robustification des systèmes décisionnels de ces entités-là, qui a pris du temps. Et en même temps, j'avais une feuille de route, c'est-à-dire qu'on pouvait pas attendre cette refonte pour répondre aux besoins pressants du top management. Donc on faisait avec les moyens de bord, avec toutes les difficultés qu'on avait pour répondre à ces besoins. Donc au bout d'un an, on a fait pour des reporting pour plus de 17 filiales. Donc on a des reporting qu'on appelle plan triennal de développement pour avoir une projection en termes d'objectifs par banque sur les 3 prochaines années à venir. Il y avait aussi pas mal de cas d'usage analytics qu'on a mis en place, notamment pour, donc je cite à titre d'exemple, le scoring crédit, la segmentation client, le calcul de la rentabilité ou la profitabilité client, etc. Donc ça, c'est la feuille de route, disons, moyen terme, qui accompagnait la stratégie business. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a mis en place une stratégie data avec des cas d'usage qui est en total alignement avec la stratégie business. C'est-à-dire qu'on n'était pas totalement décorrélé et la data n'était pas considérée comme étant un asset technique. C'était aussi un asset métier, un asset qui avait de la valeur, qui avait de l'importance et qui était en support à la stratégie business du groupe. Et bien évidemment, il y avait une feuille de route qui avait une plus grande ambition, qui était celle de mettre en place un data lake centralisé, donc une plateforme centralisée qui va collecter et transformer l'ensemble des données des filiales pour les mettre à disposition au métier et mettre en place les cas d'usage analytiques. Ouais, le point que vous avez signalé, c'est que vous avez eu le titre de Chief Data Officer. Ou de même, vous avez plusieurs intitulés dans la carrière que ce soit Chief Transformation Officer, Hot Topics from the Top Activators Worldwide, etc.
Est-ce que vous pouvez nous parler des intitulés les index surtout le profil LinkedIn? LinkedIn, d'accord. Effectivement, j'ai mis les titres les plus importants et que je pense celles qui me correspondent le plus par rapport à mon expérience. Donc, je commencerai par le Chief Data Officer, donc c'est évident, c'est par rapport à ma couleur et mon expertise autour du data management. Donc, ça, c'est le premier point. Chief Transformation Officer, donc c'est un titre parce que actuellement, toujours en étant entrepreneur, je pilote un gros programme de transformation au sein d'une assurance. C'est un programme colossal qui a une feuille de route de plus de 3 ans et demi, plusieurs millions d'euros en budget, des dizaines de milliers de jours hommes. Et j'incarne ce rôle de transformation sur tous les aspects, sur l'aspect technologique, sur l'aspect humain parce qu'il y a des changements organisationnels, sur l'aspect processus. Et c'est ce qui fait que j'ai mis ce titre-là parce qu'il y a un vrai côté transformationnel dans le rôle que j'incarne actuellement. Le dernier titre, c'est le Hot Topics, donc c'est plutôt un prix que j'ai eu dernièrement. C'est un prix qui a été décerné par une entreprise média anglaise qui s'appelle Hot Topics avec Wandisco. C'est une autre entreprise média. C'est une entreprise qui annuellement donne le titre pour les 100 leaders de la transformation data au monde. Et donc j'étais sélectionnée parmi ces 100 leaders. Donc on parle avec l'une des 100 leaders de la transformation de data au monde. Plusieurs secteurs sur lesquels vous avez travaillé. Le secteur IT, le secteur bancaire, le secteur conseil, le secteur assurance. Vous avez touché vraiment le fond de ces métiers-là. Ce qui fait une combinaison ou un cumul d'expérience qui est énorme. Alors, d'après les métiers ou les secteurs sur lesquels vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez tiré باش انك تبداي l'entrepreneuriat? شنو بان لكم هذا وهذا 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 باش عطاونا le résultat final et lauréate très déterminante qui a pu par la suite lancer son entreprise? Je pense que tu as donné la réponse. En fait, c'est tout le cocktail qui a fait que je suis finalement prête à engager un projet d'entrepreneuriat. Parce que le projet d'entrepreneuriat, comme je disais, pour le réussir, il faut avoir les compétences techniques, il faut avoir les compétences managériales, il faut avoir aussi les compétences humaines, parce que il faut avoir beaucoup de résilience. Au sabr. Et ça, c'est ce cocktail-là, cette expérience-là qui m'a permis d'être finalement prête et avoir suffisamment de maturité pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment une femme, l'une des très rares femmes qui a pu commencer une carrière entrepreneuriale, ça vous a pas posé de problème, surtout l'environnement sur lequel on travaille, surtout la culture que nous avons dans notre société, surtout il y a pas mal de particularités par votre profil. C'est pas évident ce que vous avez fait. Je vais commencer d'abord par rappeler la statistique qui est très importante. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale, en fait, c'était qui a publié ces chiffres-là. Moins de 20% d'entrepreneurs sont des femmes, tous secteurs confondus. Imaginez combien de femmes entrepreneurs dans le secteur IT. Oui. Ça va être beaucoup moins. Donc déjà, les statistiques sont assez parlantes. Hein. Franchement, en toute sincérité, c'est pas une question d'être femme ou d'être un homme pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat. C'est une question de volonté. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la résilience, il faut avoir une vision et surtout une expertise. Le fait d'avoir l'expertise, moi j'ai envie de dire que c'est la raison numéro 1 qui permet à un entrepreneur de réussir. Un entrepreneur qui fait tout ne va pas réussir. Quand tu as une coloration, quand tu as une expertise, tu peux réussir. Et moi, à travers ma conviction de l'importance de l'expertise que j'ai choisie, qui est data management, à travers cette conviction et qui est combinée avec une passion par rapport à ce domaine-là, on m'a donné la force et la résilience pour pouvoir devenir entrepreneur. D'une manière générale, dans la culture marocaine et arabe, globalement, la femme, elle a de grosses responsabilités familiales. Donc, il dit grosses responsabilités, c'est-à-dire qu'elle doit dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour sa famille. Je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler. Du moment qu'on est bien organisé et qu'on donne les priorités à chaque point et qu'on soit en équilibre. L'équilibre, il est très important parce que quand tu as un équilibre familial, tu peux réussir aussi dans ta vie professionnelle et vice-versa. C'est très lié. Et quand je parle d'équilibre, c'est dans tous les domaines de la vie. Il y a le familial, il y a le professionnel, il y a le personnel, il y a le social. Ça aussi, c'est très important. Avoir un bon entourage social, s'entourer par les personnes qui vont te faire apprendre des choses, qui vont t'aider, c'est un élément important pour ton équilibre. Pour revenir à la question, les freins par rapport à, si j'ai bien compris, si je reformule un petit peu, quels sont les freins que tu as eu en tant que femme? Franchement, moi, j'ai pas eu de freins.
Du moment où je sais ce que je voulais et j'avais des objectifs qui sont clairs et du moment où j'ai fait un très grand travail sur moi-même pour avoir mon équilibre sur l'ensemble des domaines de ma vie. Si aujourd'hui on ne fait pas cet équilibre-là, on travaillera un domaine au détriment d'un autre. Donc, comment vous justifiez les statistiques de le manque de présence féminine fait l'entrepreneuriat? Moi, je pense que c'est en toute sincérité, je pense qu'aujourd'hui, le métier d'informatique, d'une manière générale, il a cumulé un certain stéréotype. C'est-à-dire quand on réfléchit à un informaticien, on imagine un geek avec des gros lunettes, etc. Et c'est pas quelque chose qui est toujours attractif vis-à-vis des femmes. Maintenant, c'est un travail qui est purement intellectuel. C'est pas un travail qui est manuel. Et donc, les statistiques prouvent encore plus que, et ça vous l'avez peut-être constaté, au lycée et même en école d'ingénieur, ce sont les femmes qui se distinguent. On trouvait les meilleures au niveau des classes. Au lycée, c'était toujours des jeunes dames qui sont excellentes et qui persévèrent, qui travaillent et qui bossent. Donc les femmes ont autant de chances que les hommes. Maintenant, le message que j'aimerais partager avec toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, travaillez votre équilibre. C'est très important. La famille, elle est très importante. La sociabilisation, elle est très importante. Le professionnel, c'est très important. Et il faut avoir un équilibre sur l'ensemble de ces domaines-là pour réussir. Et c'est quelque chose qui est très faisable. Du moment qu'on a une vision, on a une stratégie, on a une expertise, et j'insiste sur le point, qu'on a une expertise. Une année après la sortie de l'école, vous avez été marié. On t'y est marié, vous avez eu la carrière qui est vraiment exceptionnelle. Il y a des personnes qui voient que la famille il va les freiner parce que c'est un engagement de plus. Pour vous, c'est tout à fait le cas. C'était un accélérateur. Moi, sincèrement, j'étais aidée par ma famille depuis tout le temps. Ma famille me soutient, me pousse vers l'avant. Elle sait que je suis quelqu'un qui aime progresser, qui a beaucoup de potentiel. Elle a cru en moi, elle m'a aidée. Donc moi, je dois beaucoup à ma famille qui m'a beaucoup aidée pour progresser. Le fait de considérer la famille comme un frein, je pense que c'est une croyance limitante. Pour les jeunes qui sont en train de démarrer leur vie, pas seulement leur carrière, alors comment travailler cet équilibre? Surtout lorsqu'on est jeune. Alors, c'est très simple. Travailler son équilibre, c'est donner l'importance à chaque domaine de la vie. La sociabilisation, je reste en contact avec mon entourage, avec mes amis. La famille, je donne le temps à ma famille. Le professionnel, je donne le temps aux professionnels. Je m'investis, je lis, j'assiste à des conférences, j'assiste aussi à des webinaires. Je m'entoure des personnes qui sont mieux que moi professionnellement. C'est important. Il faut identifier des mentors. Si vous n'avez pas des mentors, identifiez-les. Alors, ils vont pas vous dire non. Ils vont vous ouvrir les bras. Mais il faut les identifier. Il faut avoir la volonté. Alors, les mentors, il y en a. Il faut juste les chercher. Il faudra s'entourer de ces gens-là pour progresser. C'est très important. Le domaine personnel, donner suffisamment de temps pour soi-même. C'est-à-dire pratiquer du sport, faire des activités qu'on aime. Et c'est cet équilibre-là, c'est ce qui va vous donner le moyen pour réussir. 16 ans et demi d'expérience, vous avez été purement convaincu de la laisser, oui. De tout commencer à zéro. Oui, totalement convaincue de la laisser. Comme je disais, j'ai fait un travail sur moi-même et il était important de sortir de ma zone de confort et j'avais la forte conviction que mon domaine, pour que je puisse aller loin, il fallait que je me mette à mon propre compte. Parce que quand tu es dans une entreprise, faire du data management, à un certain moment, tu as une certaine limitation parce que soit tu as des contraintes budget, soit tu as des contraintes de priorité, etc. Moi, j'avais la forte conviction qu'il y a un besoin qui se trouve partout. Et moi, je suis là pour rendre ce service. Je savais qu'avec mon expertise, j'allais offrir un service qui va intéresser les entreprises. Et ça, en étant CDI, je ne pourrais pas le faire parce que cette offre de service, elle sera focalisée dans une seule entreprise. Moi, je voulais me rendre service à plusieurs entreprises en parallèle. Donc, raison pour laquelle j'ai pris cette décision de me lancer et faire de l'entrepreneuriat pour être dans la capacité d'offrir un service au maximum d'entreprises possibles. Comment commencer sa carrière entrepreneuriale en général, en particulier pour les femmes? Il est les stéréotypes, ce qui se fait par ailleurs, alors tu vas rien faire. Tu vas rester dans ta zone de confort et tu vas faire des choses qui sont simples. Maintenant, si tu as une conviction, tu as une volonté, tu as une vision, tu as des objectifs, oubliez ces stéréotypes. Donc moi, ce que je conseille les femmes, et je prends l'occasion pour le dire, c'est que vous, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, investissez-vous, lisez, regardez ce qui se passe par ailleurs, faites des benchmarks. Spécialisez-vous, j'insiste sur ce point, spécialisez-vous, ayez une couleur, quelque chose qui va vous distinguer. Et réfléchissez service. Qu'est-ce que moi,
je peux apporter comme service aux entreprises? Quelle est ma valeur ajoutée? Une fois que vous travaillez tout cela, vous pouvez réussir. Surtout, entourez-vous par des mentors et par des personnes qui vont vous pousser vers l'avant. Parce que malheureusement, on peut se retrouver avec des personnes toxiques qui peuvent nous influencer, nous impacter et nous freiner dans notre élan. Et ça, dès que vous identifiez des personnes qui sont toxiques, il faut les éviter. Il faudra chercher les autres, ceux qui vont vous aider, ceux qui vont vous faire grandir. C'est un point qu'on oublie, mais c'est très important. C'est-à-dire, en fait, tout cela, c'est un ensemble d'ingrédients ou de... C'est pas des choses qu'on va inventer. Alors, on va le trouver dans des livres de développement personnel et d'entrepreneuriat. Donc il faut lire, il faut travailler sur soi et Un dernier mot de votre part pour la communauté, pour les initiations, pour les jeunes. Donc, vous pouvez vous sentir à l'aise pour vous dire un dernier mot pour clôturer par la suite. Alors, juste rapidement, moi, je tiens à vous remercier d'être déplacé ici jusqu'à Factualis et je vous en félicite vraiment pour cette initiative-là. Moi, le message, je le partage avec vous dans l'ensemble de mon intervention, c'est que tout est possible. Il suffit juste d'avoir la volonté, l'ambition et il faut l'investissement qu'il faut. Surtout, entourez-vous par des mentors et des personnes qui vont vous pousser vers l'avant. C'est un point qui est très, très important. Les femmes ont autant de capacités que les hommes. Il n'y a pas de différence. Ce que vous entendez ailleurs, ce sont des croyances limitantes qu'il ne faudra pas entendre. Et c'est important d'avoir un équilibre personnel, professionnel, social et familial. Je vous souhaite très bon courage pour la suite.